Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce mois de l'ESS. Petit rappel, voilà, tous les ans, les différentes organisations de l'économie sociale et solidaire se sont accordées pour mettre en avant les initiatives en lien avec l'économie sociale et solidaire tous les mois de novembre. Donc voilà, l'événement a commencé depuis début novembre et si vous êtes un petit peu curieux, par exemple notamment en allant sur le site du mois de l'ESS, eh bien vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'initiatives desquelles nous pouvons nous inspirer. Et c'est notre objectif également aujourd'hui. Voilà, BGE Picardie et BGE Littoral Opale se sont accordés pour pouvoir mettre en avant des initiatives de nos territoires. Donc, BGE Picardie sur les territoires picards et BGE Littoral Opale sur les territoires de Boulogne-sur-Mer et du littoral opale de la côte d'Opale. Petit rappel sur nos dispositifs, parce que c'est important, c'est grâce à eux que nous sommes là. Donc nous sommes BGE Picardie et BGE Littoral Opale sur un dispositif qui s'appelle Starter ESS, un dispositif financé par la région Hauts-de-France et qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets ou les structures d'ESS non employeuses à la création de structures d'ESS ou au développement de leur activité. Donc on le fait par des accompagnements individuels, ça reste notre cœur de métier, par de l'accompagnement collectif. Donc d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire qu'on met en avant de l'information sur l'économie sociale et solidaire de manière à pouvoir sensibiliser la population, les collectivités, et ainsi de suite. Donc si les formats webinaires vous intéressent, sachez que BGE Picardie organise très très régulièrement des webinaires thématiques voilà, sur l'insertion par l'activité économique, sur la petite enfance, ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un petit signe, on vous inscrit sur nos listes de diffusion. Le travail en réseau, c'est quelque chose de très important. Nos accompagnements fonctionnent parce qu'on travaille, nous, accompagnateurs, dans un écosystème avec beaucoup d'acteurs présents. Voilà, les gens qu'on accompagne, notre objectif, c'est de pouvoir les insérer dans cet écosystème et leur faire comprendre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui existent, qui peuvent les accompagner. Et donc des événements ESS également, typiquement le mois de l'ESS. Alors, il y a un email de contact, contact.ess@bgepicardie.org. J'ai pas de doute que voilà, vous l'avez plus ou moins, vu que vous êtes présents, c'est que vous avez reçu nos mails. Euh, donc là, moi je me suis pas présenté, donc moi c'est Boédard Célestin. Je travaille chez BGE Picardie et je suis chargé de mission en accompagnement à l'entrepreneuriat dans le département de la Somme. Nous avons également Marie-Laure Carlu qui sera absente aujourd'hui, qui est sur un autre événement dans l'Aisne. Elle est chargée de mission en accompagnement dans le département de l'Aisne. Et je vais laisser mes deux autres collègues se présenter. Moi, c'est Hélène Rouzet, je suis la collègue de Célestin et j'accompagne les projets sur l'Oise. Voilà. Bonjour, Miguel Itura. Donc j'accompagne les projets de l'économie sociale et solidaire donc sur le territoire de la Côte d'Opale, puisque je suis à Boulogne-sur-Mer, donc un petit peu au nord de la Somme de Célestin. Voilà. Le littoral picard et boulonnais est en force aujourd'hui. Voilà. Ensuite, alors, quelques petits conseils sur Teams. Alors, je pense que la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui sont relativement à l'aise. Voilà, la crise sanitaire nous a quand même forcé à utiliser les outils de webconférence. Malgré tout, petit rappel sur l'utilisation du matériel. Si vous secouez votre souris, en gros, vous avez un certain nombre d'icônes. Un petit icône avec le micro pour allumer et éteindre le son. Un petit icône avec la caméra qui permet d'allumer ou d'éteindre votre caméra. Si vous sentez par exemple que mon discours est taché ou que celui des intervenants est taché, n'hésitez pas à éteindre votre caméra, théoriquement ça devrait fluidifier. Il y a également un petit espace de chat pour converser, qui est représenté par cette bulle de chat. Donc, la volonté première de ce webinaire, c'est de pouvoir vous inspirer, mais on souhaite aussi également faire en sorte que vous puissiez poser vos questions. Donc, alors, je vais vous expliquer le déroulé par la même occasion. L'objectif, c'est que nos intervenants puissent se présenter dans un premier temps, et après, comme c'est écrit en bas de cette diapositive, on va partir sur un système d'échange où, de notre côté, nous avons préparé des thématiques à aborder. Mais voilà, au cours de ces thématiques,
Si vous avez des questions, voilà, il ne faut pas hésiter à intervenir. Soit on vous donne la parole, parce que vous avez demandé la main au travers des outils qui sont disponibles dans Teams, soit vous écrivez dans le chat, et dans ce cas-là, on essaie de relayer la question, et les intervenants pourront vous répondre. Partie du principe donc que nous sommes sur un format participatif. Et donc je ne vous ai pas parlé de la première séquence qui va arriver juste après, qui sont celles de vos attentes. Nous avons fait de la communication autour des circuits courts alimentaires, partant du principe qu'on mettrait en avant des initiatives inspirantes, mais peut-être que vous êtes présent parce que vous souhaitez avoir des informations particulières. Donc faut pas hésiter. Donc on va essayer de faire un petit tour de table, si ça vous va. Alors certaines personnes n'ont pas forcément de micro, c'est le cas de Griffiths qui est présent dans la salle. Voilà, n'hésitez pas à l'écrire par écrit. Par contre, si ça vous convient, moi je vais essayer de désigner les personnes, les participants autour qui sont présents à ce webinaire pour leur demander éventuellement quelles seraient leurs attentes. Donc, si ça vous gêne, vous ne répondez pas et je ne vous forcerai pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de mettre en avant vos attentes, ce sera avec plaisir. Donc là, j'ai arrêté le partage d'écran. Et donc, j'ai dans ma liste de participants, donc moi c'est classé par ordre alphabétique, et j'ai Andrea qui est en première, donc là, je voudrais savoir quelles sont vos attentes. Et petite précision, si vous pouvez juste vous présenter très rapidement, voilà, dire éventuellement si vous êtes porteur de projet, si vous êtes d'une structure d'économie sociale et solidaire, et très rapidement également nous préciser votre territoire, parce que c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour, alors moi c'est Andrea, je suis basée je suis dans l'Oise, à Précy-sur-Oise, pas loin de Chantilly pour ceux qui connaissent. Et je suis en pleine reconversion suite à un congé parental et puis une crise sanitaire. J'ai eu envie de me tourner vers quelque chose de plus cohérent avec mes valeurs et du coup j'ai eu l'envie de monter un tiers-lieu puisque ça n'existe pas chez moi et voilà, et donc je me suis dit peut-être que c'est l'occasion. Et pour ce qui est de mes attentes, j'en ai pas, enfin j'ai pas d'attente particulière, je suis là pour apprendre quoi, donc voilà, je me dis que tout est bon à prendre. Vous cherchez l'inspiration. C'est voilà. Parfait, c'est le bon endroit. Merci beaucoup Andrea. Ensuite, nous avons Anne dans la liste des participants. Alors, je ne sais pas si Anne va pouvoir parler. Ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ouais. Donc, moi, je suis Anna Kassem de l'agglomération de la région de Château-Thierry. Et je travaille en tant que chargée de mission agriculture et projets alimentaires de territoire. Et actuellement, on est dans la phase élaboration d'un PAT sur notre territoire. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors c'est vrai que du coup j'ai mal présenté parce que en fait je voulais mettre en avant Anne Silberstein et c'est pas grave, c'est Anna Kassem qui c'est pas grave. De toute façon on allait faire le tour. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je suis là aussi. Donc Anne Silberstein, moi je suis porteuse de projet sur Compiègne dans l'Oise. Un projet qui vise à remplacer les emballages jetables à usage unique pour la vente plein emporté. Et donc, on propose des boîtes en verre consignées à la place. Et mes attentes, c'est comme on travaille un petit peu dans l'alimentaire et que le sujet tourne pas mal autour de l'alimentaire, c'est de la curiosité. Merci beaucoup, Anne. Ensuite, nous avons Edith. Oui, bonjour à tous, donc Edith Méraud, je suis dans le département de l'Aisne. Je suis porteuse de projet dans la création d'une épicerie locale et vrac dans mon village en rachetant la bâtisse sous forme de patrimoine en étant SCI familiale. Donc, je viens par curiosité également et puis pour avoir des informations complémentaires à celles que j'ai déjà. Super, merci beaucoup. Alors, Eric vient d'arriver, mais je vais laisser les autres participants parler, comme ça il va pouvoir, vu qu'il vient, voilà, qui reprennent
le cours au fur et à mesure. Ensuite, nous avions Griffith, qui n'a pas de micro, si je dis pas de bêtises. Donc, si Griffith, vous pouvez écrire rapidement dans le chat qui vous êtes, C'est bon, pourquoi vous il a êtes mis. là. Alors, D'accord, je vais lire ce qu'a vas-y, écrit vas-y. Griffith. Habitant à Amiens, dans la Somme, pour ceux qui ne sauraient pas, je quitte la restauration pour me réorienter vers le domaine de l'entreprise, en lien avec le milieu alimentaire. Je découvre la BGE et les acteurs pouvant soutenir et accompagner ce genre de projet. Merci à vous, Griffith. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai fermé la liste des participants. Ensuite, nous avons la ferme des Trois Cousins. Tac, bonjour, moi c'est Hugues de la ferme des Trois Cousins. Donc, nous sommes 3 porteurs de projets qui allons nous installer à côté de Soissons dans l'Aisne. Et on a en fait pour projet de créer une micro-ferme en agroécologie avec du maraîchage, de l'arboriculture, des poules pondeuses, de la boulangerie et du fromage de chèvre. Donc voilà. Et mes attentes sont une meilleure connaissance des ESS et surtout sur le secteur alimentaire et autres. Parfait, merci beaucoup. J'avais oublié qu'on était sur la thématique alimentaire et qu'on allait parler de nourriture. Je suis désolé, quand on arrivera à 11h du matin, je pense que la faim va monter chez tout le monde à force. Mais c'est pas grave, ça va aller. Ensuite, nous avons Laure. Alors, je ne sais pas si Laure a un micro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Laure, donc je suis quelqu'un qui éternue. C'était un éternuement, oui, c'était Eric, c'est pas grave. Je suis de Compiègne et j'ai un projet professionnel qui est de créer du lien entre les consommateurs, donc les consommateurs responsables, en circuit court, entre les producteurs, les créateurs de l'Oise. Et voilà, mon but serait de valoriser les talents, les savoir-faire de tous ces professionnels par différents outils. Voilà. Et donc, je suis ici pour connaître les projets, les initiatives. Et voilà. Merci beaucoup, Laure. Et nous avons également Olivia, qui est présente. Alors, je ne sais pas si tu as vu, Olivia, c'est plusieurs fois connecté, déconnecté. Je ne sais pas si... Olivia, si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à le dire. Ok, le principal, c'est que vous puissiez suivre les conversations. Après, si vous pouvez écrire qui vous êtes, ce que vous êtes venu chercher, n'hésitez pas. Merci d'avance, Olivia. Et donc, nous avons Eric également, qui, qui s'est déjà signifié par son éternuement. Qui est Picard et Savoyard, c'est important de le dire. C'est ça. Je vous laisse vous présenter, Eric. Tous. Je n'arrive pas à voir où est le chat. Où est-ce que je peux écrire? Alors, vous pouvez vous présenter à l'oral, il n'y a aucune difficulté. Je vous précise juste où est le chat. En fait, si vous êtes sur ordinateur, oui. Normalement, si vous secouez un peu la souris, vous avez un icône en forme de chat, en forme de bulle de conversation. Donc, vous cliquez dessus, ça va faire apparaître une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir écrire. D'accord. Bon, j'ai pas réussi, je suis pas très fort en informatique. Alors moi, je suis membre du réseau régional des AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà. Alors je vois que la ferme des Trois Cousins, ils sont déjà dans la diversification. Peut-être faut-il qu'ils contactent. Alors c'est Zoé Defante, la référente, la salariée référente sur la Picardie. Ok, j'avais le contact déjà. Ok. Merci beaucoup, Eric. Et donc, nous avons Flavien aussi qui vient de se connecter. Alors, Flavien, vous venez de vous connecter. Là, on est juste sur un petit tour de table où chacun se présente et met en avant ses attentes pour ce webinaire. Donc, je ne sais pas si vous avez un micro, éventuellement, si vous pouvez vous présenter. Je vois le micro qui s'allume. Oui. Bonjour. Bonjour, Flavien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi je suis Flavien, j'ai 41 ans, je suis de profession assistant social. Ça fait 2 ans que je suis en reconversion pour diversifier un peu mes activités et entre autres une partie de mes activités c'est sur une parcelle de 2000 m² derrière chez moi
que j'ai récupéré en début d'année. J'enlève parce qu'il y a plein de notifications qui se mettent là en haut de l'écran. Je souhaite développer une partie de mon activité donc sur un terrain, faire de la pédagogie en permaculture et produire aussi, dans un premier temps, modestement, quelques paniers de légumes en permaculture. Donc j'ai fait ma demande là pour pouvoir d'autorisation d'exploiter là en fin d'année. Je suis suivi par Initiative Paysanne depuis plusieurs années. Et donc l'idée l'année prochaine, c'est d'avoir une partie de l'activité là-dedans, mais pas trop. Je me mets pas trop la pression. J'ai une activité à mi-temps encore salarié d'assistance sociale, et puis en tant qu'auto-entrepreneur dans tout ce qui est jardinage naturel, chez les particuliers et des formations aussi. Voilà. Donc mes attentes par rapport au webinaire, j'ai vu que c'était circuit court, vu qu'en ce moment je suis en train de me questionner sur le modèle de commercialisation, de vente. Je me suis dit peut-être ça pourrait répondre. Je vais peut-être avoir des infos. Enfin voilà, puis échanger, c'est toujours intéressant. Très bien, merci beaucoup Flavien. Je pense qu'on a fait le tour, si je ne dis pas de bêtises. Alors il nous reste Olivia qui a des difficultés. Donc Hélène est en train de lui expliquer comment on allume son micro. Je vous dirais, Olivia, c'est pas dramatique en soi si vous n'arrivez pas à allumer votre micro. Par contre, vous pouvez écrire dans le chat, nous préciser qui vous êtes, sur quel territoire vous résidez ou vous entreprenez, et quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Donc Alors, Olivia est bien dans l'Oise. Ouais. Vas-y. On va... Il y a un suspense, Olivia. C'est ça. Il y a une grande attente. Ouais. Alors, donc, vous êtes dans l'Oise, vous êtes dans la ferme de la Fosse Thibault. Attention, suspense. Nous avons le code postal, si vous désirez vous y rendre, 60-139. Ah non, 130. Ah. Bon, je propose, Miguel, peut-être donner tes attentes par rapport à ce webinaire. Après, on reviendra sur plusieurs. Ok. Donc, mes attentes, c'était de pouvoir partager avec des expériences avec des acteurs et des porteurs de projets sur nos différents territoires, même si on a pu constater que les étudiants de mon territoire n'étaient pas très nombreux ce matin, voire complètement absents. Mais l'idée c'était bien ça. C'était de partager l'expérience. J'ai entendu justement plusieurs porteurs de projets qui ont des expériences, enfin des projets qui pourraient parler justement à des porteurs de projets que j'accompagne actuellement ou des structures qui sont déjà en place et qui ont déjà démarré. Donc voilà, j'essaierai d'intervenir au maximum justement pour appuyer ce qui sera dit avec mon expérience dans l'accompagnement des structures sur mon territoire. Voilà, merci Miguel. Effectivement, l'idée pour moi aussi, c'est créer de l'interaction entre vous, des échanges, pourquoi pas des bonnes idées. J'ai vu qu'Eric, tu demandais la parole, je vais te la donner tout de suite. Je reprends Olivia, la présentation d'Olivia. Donc, elle a une ferme avec 1 hectare, elle est en reconversion, elle a un diplôme de cuisine de Paul Bocuse à Lyon, et en fait, elle travaille sur les projets aussi alimentaires en lien avec l'insertion. Eric, je te laisse la parole, tu voulais préciser des éléments? Non, c'est technique. J'arrive toujours pas à aller dans le chat. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Il y a 3 petits points normalement. Est-ce que tu vois les 3 petits points? Oui, c'est là? Non, c'est pas. Merci Hélène. Pardon. C'est à côté. À côté, tu peux lever la main et normalement, juste à côté, tu as le chat. Tu as le petit onglet, c'est une bulle. Eh ben non, je ne l'ai pas. J'ai affiché les participants. La main affichait les participants. J'ai pas la bulle. Ouais, c'est pas grave, Eric. Je sais que vous êtes doué. Vous avez notamment réussi à lever la main. Donc voilà, si oui, souhaitez j'ai un peu l'habitude, mais je vois pas on se débrouillera de cette manière. C'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Dès que tu as quelque chose à dire, tu lèves la main, Eric, ok? Ok. Après, moi, en termes d'attente, moi, effectivement, ce que j'aime beaucoup, c'est l'inspiration. Je sais que nos intervenants aujourd'hui vont
nous permettre de nous inspirer. Voilà, donc je suis impatient de permettre aux gens de pouvoir échanger sur les sujets de l'alimentaire, de l'alimentation, parce qu'on sait que ça représente quand même un certain nombre d'enjeux dans les années à venir, notamment vis-à-vis de la législation. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est notamment de savoir comment nos intervenants vont notamment envisager ces évolutions. Donc, voilà. Moi, j'attends de l'inspiration. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, on va passer au petit temps consacré à la présentation de nos intervenants. Donc on devait en avoir 3 voire 4 et voilà, les problématiques de planning ont fait que nous en avons 2. Donc nous avons avec nous Anthony Ribeiro et Vincent Brassard. Les meilleurs ceux-là de Célestin. C'est ça, évidemment. Donc je vais vous laisser un petit temps pour présenter vos structures, vos enjeux, ainsi de suite. N'hésitez pas à développer, parce que je pense que plus les gens auront de détails et plus ils auront des questions, potentiellement. Donc voilà. Laissez-vous guider par vos inspirations pour nous présenter vos projets. Alors, on n'a pas déterminé de tours de qui va commencer, donc je vais désigner arbitrairement. Comme ça, ce sera fait. Mais j'hésite. Mais je vais quand même donner la parole à Vincent. Parce que c'est la somme, et du coup, je suis un peu chauvin. Et j'ai bien compris que Vincent aimait beaucoup les phoques veaux-marins. Donc, ce sera retenu contre toi, Célestin. C'est pas grave, Hélène. C'est pas grave. Priorité aux phoques. Donc je te laisse la parole, Vincent. Vas-y, c'est à toi. On ne t'entend pas, Vincent. Ton micro est éteint. Pardon, oui, le micro. Merci, Célestin. T'étais prêt. Ah, j'ai fait partie déjà. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a... Voilà, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les présentations des différents projets. Je suis content parce que tout le monde, on est vraiment tous autour du sujet principal d'aujourd'hui qui est l'alimentation. Donc je me dis que voilà, on a des participants qui ne se sont pas trompés de salle et qui sont au bon endroit. Donc on va pouvoir parler d'alimentation. Donc moi je me présente, alors je ne sais pas le temps que j'ai, parce qu'en fait ça peut durer 2 heures, donc je ne voudrais pas bouffer toute la session. Célestin, tu me donnes combien de temps pour Non. pour présenter? Et puis l'idée, c'est que Vincent, tu présentes la structure une dizaine de minutes, 15 minutes, et qu'après on puisse échanger rapidement en se posant des questions ensemble. Très bien, et puis laisser un petit peu de temps aussi pour Anthony derrière. Donc oui, je regarde la montre. Donc voilà, donc je me présente, je suis Vincent Brassard, je suis le président d'une association qui s'appelle la Table des Chefs. Je suis, comme Célestin l'a dit, basé dans la Somme à Amiens. Et en fait, on a, nous, un rayonnement et un impact qui est national, voire international. Alors, je vais essayer de vous raconter en 10 minutes un petit peu comment je me suis engagé, pourquoi je suis tombé dans l'engagement associatif et dans ce qu'on appelle l'ESS. Et c'est en fait un long chemin humain, personnel, qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors juste quand même, je vais quand même vous dire rapidement la mission de la Table des Chefs. La Table des Chefs a 2 missions. Elle a celle de nourrir les personnes les plus démunies, et elle a celle d'éduquer les générations futures à une bonne alimentation. Donc comment je suis arrivé à développer et à monter cette structure? C'est tout simple, c'est mon parcours de vie, mon parcours professionnel qui m'a amené à ça. Et pour ceux qui s'inspirent ou qui ont envie de basculer dans l'ESS, j'ai envie de dire que c'est un peu le chemin qu'il faut avoir. Il ne faut pas essayer de réinventer le fil. Il faut vraiment partir sur ses acquis, sa vie, ce qu'on a fait, ses envies, ses ambitions, parce qu'en fait, l'engagement associatif, il est difficile, il est semé d'embûches. Et si on n'a pas au fond de soi la fibre, l'envie et profonde, ça va être difficile de réussir et d'avoir de l'impact. Donc voilà, donc en fait moi j'ai une formation, donc je suis né à Amiens dans la Somme, d'une famille plutôt modeste. J'ai rencontré des difficultés autour de l'alimentation quand j'étais jeune. J'ai eu faim, j'ai même volé dans les magasins pour me nourrir, je le dis maintenant assez librement. Et puis quand je suis arrivé à l'adolescence, pas très très bon à l'école, pour des raisons surtout d'ordre familial, j'ai donc décidé de faire une formation assez courte dans un métier qui permet moins maintenant, mais qui permettait de gagner de l'argent assez facilement et assez rapidement, qui s'appelle l'hôtellerie. Donc en fait, j'ai fait un lycée hôtelier sur un circuit court, une formation courte,
Et je suis parti très vite sur Paris pour travailler, gagner de l'argent et gagner mon indépendance. Et après, bon, du coup, une douzaine d'années dans l'hôtellerie et la restauration. Puis, c'est quand même des métiers où l'ascenseur social existe, hein, et nous, on s'en rend compte au quotidien. C'est des métiers où il y a quand même toujours eu du travail, et encore plus maintenant d'ailleurs. Et après, assez naturellement, effectivement, je grandissais, je vieillissais, l'envie d'être un père de famille, d'avoir des enfants, un peu difficile quand on travaille dans l'hôtellerie, la restauration, on travaille le week-end, le soir, etc. Et donc, j'ai trouvé une passerelle qui me paraissait plutôt pas mal. J'ai commencé à travailler dans l'événementiel, où là, en fait, mon côté commerçant de restauration, parce qu'en fait, j'étais pas en cuisine, moi, j'étais à la fin de ma carrière en restauration, directeur de salle. Donc, j'avais développé ce côté commerçant. L'événementiel, l'hôtellerie, la restauration, tout ça, c'est relativement lié. Et donc, j'ai intégré une société qui travaille dans l'événementiel et qui fait de la location de mobilier, de matériel, etc. Plutôt un gros groupe au niveau européen. Et j'ai très rapidement pu faire mes marques là-dedans. Donc, j'ai entamé cette carrière dans l'événementiel. Et là, un jour, et c'est venu un petit peu petit à petit, je me suis rendu compte que sur les événements, il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. C'était il y a une dizaine d'années. Et il y a 10 ans, on parlait peu du gaspillage alimentaire, on commençait à peine à en parler. Et moi, j'allais sur des événements nationaux, internationaux, où à la fin des soirées, à la fin des séminaires, on remplissait des poubelles de produits finis qui avaient été travaillés par des chefs, des produits de qualité. Je me disais, mais c'est juste pas possible qu'on puisse accepter ça. Et c'est de là que m'est venue l'idée de me dire, un jour, je me suis dit, non, mais là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, promets-toi de faire quelque chose contre ce gaspillage alimentaire dans le milieu de l'événementiel. Et là, en fait, plutôt, j'avais quand même un petit peu d'expérience, j'étais plus très jeune déjà à l'époque, mais c'était de se dire, plutôt que d'inventer, de créer quelque chose de toute pièce, c'est un peu aussi le conseil que je pourrais donner, c'est quand même toujours de regarder ce qui se fait, hein, parce que quand on a une idée, évidemment, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a eu la même idée que vous, et souvent, il l'a eu un petit peu avant vous. Et je veux dire, utiliser ses compétences et son savoir, c'est quelque chose qui est intéressant, qui va vous permettre de gagner du temps, qui va vous faciliter la vie, qui va vous permettre de ne pas être seul. Et donc, tout à l'heure, Célestin parlait de réseau, etc. C'est aussi un petit peu cette idée-là. Et donc, en regardant ce qui se faisait, je suis tombé sur une association qui s'appelle la Tablée des chefs, et qui, elle, était née en 2002 au Canada, au Québec. Les Québécois parlent français, ça m'arrangeait plutôt pas mal parce que je suis un peu une tanche en anglais. Et donc, j'ai pris contact avec Montréal. Et en fait, ça a pris un petit peu de temps, mais en 1 an et demi, 2 ans, on avait ficelé le projet. J'avais rencontré le président fondateur, Jean-François Archambault, et on a décidé de monter la Tablée des chefs en France. Donc, voilà un petit peu le projet. Et ce projet, aujourd'hui, il se déploie sur tout le territoire national. Alors, on est effectivement dans la Somme, et moi, je tiens parce que c'est ma région natale, mais on est donc sur ces 2 volets qui sont de nourrir les plus démunis et d'éduquer les jeunes à une bonne alimentation. Concrètement, dans les chiffres, sur le volet nourrir, donc en fait, l'idée, c'est de cuisiner des plats qui vont venir soutenir l'aide alimentaire. On sait que l'aide alimentaire, depuis notamment le Covid, il y a une augmentation, je crois, de 30 ou 35% des bénéficiaires. Donc, on organise des actions dans l'année où on va cuisiner des plats pour les distribuer à l'aide alimentaire via les associations. Dans les faits, donc les actions, ça peut être une fois par an, une semaine des écoles hôtelières où on sensibilise les jeunes, les futurs chefs à l'engagement social. Ça nous paraît important, hein. C'est des métiers, la restauration, la cuisine, c'est des métiers d'entraide, c'est des métiers d'équipe, c'est des métiers de cœur. Et donc, voilà, c'est assez facile, hein, de dire à ces jeunes, demain, voilà, autour de votre restaurant, il faut éradiquer la faim à 500 mètres de rayon autour de vos restaurants. Vous avez un rôle à jouer demain, vous avez un rôle à jouer social. Les restaurants, c'est aussi des endroits où on fait de l'apprentissage, c'est des endroits où on éduque, c'est des endroits où on transmet. C'est aussi, vous avez un rôle environnemental à jouer, hein. Demain, les cartes de restaurant doivent être des cartes courtes, des cartes de saison, etc. Donc, c'est tous les messages qu'on essaye de passer. Et puis aussi, ça nous permet de faire connaître l'association auprès de ces futurs chefs. Donc, par exemple, la semaine des écoles hôtelières, alors il y a, je ne sais plus combien, 5 ou 6 établissements Picard qui participent, mais cette année, il y aura 70 établissements
partout en France qui vont participer à cette semaine des éco-hôtelières. On sera dans les dom-tom. J'ai vu qu'il y avait une des invitées, qui était passée par Paul Bocuse. Donc cette année, l'Institut Paul Bocuse va nous rejoindre. Et objectif, environ 15 000 repas préparés et qui seront distribués à l'aide alimentaire. Sachant que, évidemment, les partenaires de cet événement sont des partenaires du coup nationaux pour pouvoir faire les livraisons, métro, sur la partie logistique. Mais sur la partie matière première, on va privilégier des gens qui sont engagés. Par exemple, le collectif Demain la Terre, qui est un collectif de producteurs engagés, plus d'une centaine de producteurs en France. Évidemment, on met beaucoup d'attention à tout ça. Sur le volet nourrir, des team building avec des entreprises, et je travaille en ce moment d'ailleurs avec Célestin sur le montage d'une structure, on va dire, plus commerciale, parce qu'en fait, nous, on est sous une 1901 et on est un petit peu limité. Donc, une structure un peu plus qui va nous permettre de mettre ce qu'on met en place déjà maintenant, mais des team building, c'est-à-dire qu'on propose à des entreprises, et c'est une partie de notre autofinancement, de venir cuisiner avec nous des plats qui seront distribués à l'aide alimentaire. Donc, des grands groupes, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans toute l'économie aujourd'hui, les grands groupes ont besoin, envie, et surtout, j'ai envie de dire, besoin de faire de la RSE. Donc, on est là pour ça, on leur plaît bien parce que il y a de la cohésion d'équipe autour de nos ateliers de cuisine. Il y a de la solidarité parce que les plats sont distribués à l'aide alimentaire. Et puis pour nous, c'est une partie des levées de fonds. Et puis donc, du coup, pendant la crise Covid, évidemment, des cuisines solidaires. On a cuisiné plus de 50 000 repas dans les restos qui étaient fermés. Les chefs étaient au chômage partiel. On a été opportuniste, parce que quand on a un projet associatif, il faut aussi savoir être opportuniste. Donc ça, c'est le volet nourrir. Et puis, je vois que j'ai encore quelques minutes, je vais aller vite. Mais sur le volet éduqué, aujourd'hui, c'est 300 ateliers de cuisine par an auprès de jeunes. La cible pour nous, c'est les 12-18 ans. C'est-à-dire, l'idée, c'est de leur donner une autonomie alimentaire, les éloigner de la précarité alimentaire. Moi, je dis toujours que quand on sait un petit peu cuisiner, on sait lécher son frigo, on sait acheter au bon moment, on sait acheter les produits bruts. Donc, il y a tout un aspect. L'alimentation, elle est centrale. Elle est centrale. Elle permet aussi surtout de toucher la santé, de toucher la solidarité, de toucher la transmission, etc., etc. Donc, de sensibiliser à l'environnement. Donc, du coup, voilà, ces ateliers sont pour ces jeunes. 300 ateliers dans l'année, dans des collèges en réseau d'éducation prioritaire avec un programme de 10 ateliers. Il y a d'ailleurs un soutien aussi scientifique avec le CHU de Rouen sur le côté santé de ce qui est proposé. Avec le professeur Deschlottes, et puis une action assez forte dans les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, là sur des jeunes qui sont plus dans la structure familiale, qui sont en grande difficulté, et chez qui on va ramener la confiance en soi. On va nous cuisiner avec des chefs qui sont parfois des chefs étoilés, des chefs qui font Top Chef, etc. Donc voilà, ces chefs un peu connus aujourd'hui. C'est vrai que la cuisine a un petit peu pignon sur rue grâce aux médias. Donc, voilà, le chef qui sort de la télé et qui va auprès de ces jeunes, c'est des moments assez fabuleux pour eux. Et puis l'ascenseur social existe encore dans ces métiers. Donc, on a des chefs qui ont des parcours qui sont passés, qui ont fui des pays en guerre, qui ont dormi sur des bancs dans la rue et qui aujourd'hui ont des restaurants étoilés. Donc, c'est très, très inspirant pour les jeunes qu'on rencontre. Voilà, il est 10h10. J'ai essayé de rentrer dans les cases. Mais voilà, mais si vous avez des questions tout à l'heure, j'aurai sûrement des réponses à vous apporter sur notre projet. Et donc, juste pour vous dire, donc, on essaye, on cultive aussi notre notoriété. Donc, on est lauréat de la France s'engage, lauréat du Programme national de l'alimentation, porté par l'ADEME, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé et des Solidarités. Et effectivement, les chefs étant aujourd'hui, pour certains, des petites stars, on va dire comme ça, l'idée, évidemment, d'aller chercher des chefs un peu connus, c'est ce qu'on fait. Donc, on a un parrain qui est Guillaume Gomez, qui a été très longtemps chef des cuisines de l'Élysée et qui est aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie auprès d'Emmanuel Macron. Et puis, voilà, des ambassadeurs, voilà, Christophe Hay, chef de l'année Goemio, double étoilé, très, très engagé sur la cause environnementale. Il cuisine, voilà, il travaille avec les pêcheurs de la Loire. On parlait tout à l'heure, j'entendais d'agroagriculture, permaculture. Donc là, il est sur un projet à Blois avec 1,5 hectare de permaculture pour le restaurant qui va ouvrir. Donc voilà, donc c'est vraiment avec ces gens-là aussi qu'on a nous envie de travailler pour donner du sens, encore plus de sens à ce qu'on fait. Voilà, j'ai terminé.
Merci Vincent. J'espère qu'il y a plein de questions, mais en fait, j'ai pas envie de briller tout de suite sur les questions. Je sais pas ce que tu en penses, Célestin. J'aimerais donner la parole du coup à Anthony. D'accord. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Anthony, on t'entend bien. Merci pour l'invitation et merci à Vincent pour la présentation. De rien, Anthony. Merci. Anthony, j'ai 25 ans. Je sors récemment des études. Donc pour faire vite, j'ai fait des études en entrepreneuriat social et en développement durable. J'ai aussi j'ai travaillé, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours travaillé dans la restauration, donc à côté de mes études, pour me faire un petit peu d'argent de poche à l'époque. Et là, depuis mars 2021, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que je peux partager mon écran? J'ai préparé un truc, quelque chose. Avec plaisir, Anthony. Aucun souci. Normalement, oui. Tu Merci. as les commandes, hein, Anthony. Ok, nickel. Normalement, ça va être bon. Tac. Vous voyez mon écran? C'est parfait. Nickel. Ok. Donc, depuis mars 2021, je travaille sur un projet de restaurant solidaire. Donc, ça fait 9 mois. C'est un restaurant solidaire qui est articulé autour d'une alimentation plaisir, gourmande. Donc, il va y avoir des burgers, mais pas que. On aura aussi des plats solidaires avec des quiches, des croque-monsieur. Donc, en tout cas, des plats qui permettraient de cibler une cible senior, parce que notre public cible, ce qu'on veut cibler, on veut contribuer dans ce restaurant à la mixité sociale et intergénérationnelle. Donc c'est pour ça qu'on va balancer ces burgers-là avec des plats solidaires. Donc voilà, donc l'émergence de ce projet, ça vient d'abord d'une découverte, d'une initiative marseillaise, l'après-M, qui est la collectivité de Marseille a mis à disposition un ancien McDonald's à un groupe de personnes en décembre 2020. Et ces personnes-là avaient comme objectif de proposer des burgers de qualité, donc faits avec des produits frais et locaux, à des personnes en difficulté. Et ces burgers étaient préparés par des personnes éloignées de l'emploi. Donc on avait vraiment cette sphère de solidarité, ce maillage de solidarité. Et c'est né aussi en plus de ça, c'est né aussi d'une frustration en tant qu'étudiant. Je n'avais pas les moyens, moi, en tant qu'étudiant, de me rendre dans un restaurant ou dans un food truck, par exemple, où on pouvait consommer des burgers de qualité. Parce que maintenant, ce qui est fait avec des produits locaux, c'est souvent associé à un prix élevé. Donc voilà, donc c'était pour répondre à cette frustration et il y a eu cette émergence, cette découverte qui m'a fait penser à le fait de pourquoi pas créer un restaurant similaire à Compiègne, parce que moi je viens de Compiègne, j'ai oublié de préciser. Donc voilà, donc le nom du restaurant, donc ça fait allusion à une cuisine orientée sur le plaisir gustatif, sur le partage. C'est aussi un terme qui pourra fédérer tout le monde, donc aussi bien les enfants que les parents, les familles, les seniors. Donc voilà, donc pour fédérer tout le monde autour d'un projet commun, celui du bien vivre ensemble. Ce projet-là, il s'appuie si je peux me permettre, sur l'intelligence collective, dans le sens où actuellement je présente mon projet. Enfin, j'essaie de travailler avec des acteurs locaux sur ce projet. Notamment hier, j'étais toute l'après-midi avec un chef d'entreprise qui a beaucoup d'expérience dans la restauration, qui m'a aidé à monter quelques parties de ce projet-là. Et ça, je le fais avec plusieurs structures de Compiègne. Donc, je présente mon projet, je me pose avec une demi-journée et on essaye d'avancer ensemble sur ce projet. Voilà.
Donc, il s'appuie aussi sur l'innovation sociale, dans le sens où on va essayer de répondre à des besoins peu ou mal satisfaits sur le territoire de Compiègne. Et dans le but, dans tout ça, intelligence collective et innovation sociale, dans le but de venir repenser le modèle actuel de la restauration et ne pas avoir que cette relation marchande de venir consommer, partir, de vraiment installer une autre relation entre le consommateur et le restaurateur. Donc de venir repenser le modèle actuel, de renforcer l'économie locale et de recréer du collectif. Donc nos missions, alors on essaye de répondre à 2 enjeux sur ce projet. Le premier, c'est d'insérer, de recruter, de former et d'accompagner des personnes en situation de handicap mental, psychique et cognitif. Et le deuxième, c'est de faciliter l'accès à une alimentation du coup de qualité, en majorité bio et locale, mais en majorité bio. Donc, qu'est-ce que je mets derrière ce terme de qualité? Ça va être des produits frais, donc livrés chaque matin pour les fruits et légumes, par exemple, du fait maison, pour les pains burgers, ils sont faits maison, et un savoir-faire derrière, on pourra dire que c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi qui confectionnent ces burgers. Local, donc en circuit court, on va essayer de viser des producteurs. On essaie actuellement d'identifier des producteurs qui se situent à moins de 50 km de Compiègne. Voilà, et comme Vincent l'a dit tout à l'heure, on va essayer de faire une carte courte et de saison. Voilà. Et notre relation avec les producteurs, par exemple, on aimerait y ajouter une dimension sociale supplémentaire, dans le sens où nos salariés en insertion pourraient, à quelques heures par mois, de manière bénévole, aller aller avec les maraîchers, récupérer les fruits et légumes directement dans les champs. Donc voilà. Faciliter, donc comment on va faciliter cet accès? Tout d'abord, parce qu'on va proposer des prix naturellement faibles, de par notre souhait de ne pas faire de profit derrière ce restaurant. Ça sera un restaurant aussi de cogestion, donc il y aura des salariés d'une part, et d'autre, une participation bénévole des habitants. Donc on aura les bénévoles ponctuels et les bénévoles actifs. Voilà, on aura aussi un peu de récupération d'invendus, et pour cela on a identifié pas mal de commerçants ou de supermarchés sur Compiègne qui pourraient nous donner leurs invendus. Et pour finir, on a un système de prix solidaire. Donc, dans ce restaurant, ce ne sera pas des prix fixes, mais un prix variable, donc à partir d'un prix de base conseillé. Le client pourra, s'il le souhaite, augmenter ou réduire le prix. Ce sera en fonction de sa motivation à la solidarité, mais aussi de payer ce qu'il estime juste, ou de payer ce qu'il estime juste, sa motivation à la solidarité, ou voilà, ou c'est peut-être un bénévole qui a donné de son temps et qui souhaiterait mettre un peu moins. Donc voilà, donc ce sera vraiment un système qui sera basé sur une relation de confiance entre le restaurant et le consommateur. Concernant l'insertion professionnelle, pour l'instant, j'ai deux associations locales. Nous avons 2 associations locales qui ont de l'expérience en la matière en termes d'insertion professionnelle. Donc on a les Alpes de l'Arche et la Nouvelle Forge, avec qui on a, entre guillemets, pour le moment, conclu un partenariat, dans le sens où ils pourraient recruter, accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap, mais dans la vie de tous les jours, donc dans un aspect social, personnel, et dans l'aspect professionnel, avec le chef de cuisine apprenant,
Donc voilà, donc un chef de cuisine apprenant, un chef de cuisine qui pourra transmettre ses avoirs et accompagner dans le milieu professionnel les personnes en situation de handicap. Je ne l'ai pas dit dans ce dossier-là, mais quand je travaillais dans la restauration, il y avait un problème. Quand je commençais à 7 h, par exemple, 7 h du mat, jusqu'à midi, la salle était vide. La salle du restaurant était vide alors que les lumières étaient allumées, enfin tout était allumé. Et je me suis posé la question, pourquoi on ne pourrait pas permettre à des associations de venir à titre gratuit dans le restaurant pour faire leurs objets s'ils n'ont pas de locaux, ou prévoir d'autres choses. Donc de là, de cette réflexion-là, je suis allé voir quelques associations locales pour voir s'ils étaient intéressés de venir dans le restaurant, faire des ateliers pédagogiques pendant les heures creuses du restaurant, donc de 7 h à midi et de 15 h à 18 h. Et voilà, donc pour ce recueil de données, c'était favorable. Donc on va avoir des ateliers dans ce restaurant pendant les heures creuses, on va avoir des ateliers pédagogiques de cours de langage des signes, des ateliers pâtisserie par exemple, du soutien scolaire avec des associations et notamment les étudiants de l'UTC qui pourront animer les lieux, et aussi les habitants de l'Arc. Donc en fin de compte, ce projet-là, c'est un projet qui est très territorial, et qui va permettre d'être solidaire à tous les étages. Donc vis-à-vis des associations avec la mise à disposition à titre gratuit des lieux, vis-à-vis des étudiants ou des personnes qui sont en précarité, en difficulté, de pouvoir venir manger une alimentation plaisir à bas coût, si je peux me permettre, de permettre aussi à des personnes en difficulté professionnelle, sociale, de venir travailler, partager des moments. Et voilà. Et alors, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si Merci, vous avez Anthony. des questions. Moi, ce que j'entends de ton témoignage, c'est effectivement, encore une fois, le rapprochement entre les différentes initiatives et entrepreneuriales et associatives. Voilà. Alors, du coup, la parole est à vous. Alors, moi, j'ai noté plein de choses. J'ai noté plein de choses, bien évidemment. Mais est-ce que vous auriez envie d'interpeller Vincent ou d'Anthony pour préciser telle ou telle dimension? Merci pour avoir enlevé le partage d'écran, Anthony. On vous voit maintenant. Est-ce que vous avez des questions, des éléments que vous aimeriez préciser ou des remarques, pas forcément des questions, des remarques? Moi, je veux bien intervenir. Merci, Laure. Vas-y. Alors, j'ai une question pour Vincent. Donc, vous nous avez présenté, merci pour votre présentation à tous les deux, parce que c'était super clair et très... j'ai adoré. Vincent, je voulais savoir si vous aviez, comment vous fonctionnez, parce que là, vous nous aviez expliqué votre projet sur le plan national, mais est-ce que vous avez des antennes locales et comment ça se passe? Et est-ce que vous menez des actions voilà, j'aimerais plus connaître votre fonctionnement en local, en fait. Sur le territoire, en fait, sur la Somme, est-ce que oui, vous êtes sur l'Oise, l'Aisne? Un exemple sur quelque chose qui, oui, par exemple, près de chez nous, et voilà, c'est ça. Alors, comment on fonctionne en local? C'est vrai que l'association a démarré plutôt même si je suis amiénois, plutôt en région parisienne. C'est vrai que l'équipe est basée, alors l'équipe est petite, hein, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup d'impact, mais on a une équipe de 4-5 personnes. Hein. Aujourd'hui, il y a 3 salariés, un alternant et moi qui suis en reconversion, donc on est une petite équipe. On s'appuie très très fortement sur le bénévolat, hein, parce qu'en fait aujourd'hui on a, je ne sais pas, à peu près 90 chefs bénévoles et en tout à peu près 200 bénévoles. Et comment on essaie, mais comment on s'implante en milieu local?
en fait, c'est vraiment, on s'appuie sur du bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, l'idée pour nous, c'est d'avoir un projet simple, duplicable, et en fait, si je prends par exemple les brigades culinaires, qui est un peu notre projet phare dans les collèges, c'est un programme de 10 ateliers dans l'année. Aujourd'hui, on est présent à Vervins, à Ham, à Péronne. Là, il y a un espèce de petit triangle là dans l'est du département. Et donc, c'est trois collèges qui sont en REP, en réseau d'éducation prioritaire, qui participent à ce projet. En fait, comment on arrive à le faire? En fait, l'idée, c'est toujours sur les collèges, je prends l'exemple du collège, c'est d'avoir un porteur de projet motivé, un chef motivé, parce qu'en fait, sur les collèges, on va demander à ce que le chef s'engage sur les 10 ateliers de l'année. Donc, c'est un engagement qui est assez fort, parce qu'en fait, avant l'atelier, il faut aller faire les courses, acheter les matières premières. L'atelier dure environ 2h30. Donc, autant dire que le chef, il se mange une bonne demi-journée pour l'atelier, et c'est 10 fois une demi-journée dans l'année. Ça représente beaucoup. C'est des gens qui travaillent déjà énormément, qui travaillent 6 jours sur 7, et qui font cet effort-là. Donc, en fait, il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, on leur donne, nous, à distance, on va leur faire... Alors, s'ils peuvent, ils viennent au bureau en début d'année, mais on va faire une formation aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec le webinaire, ça fonctionne bien. Donc, on va faire une formation à distance. On va leur donner, sur le collège, un outil qui s'appelle... Alors, on a le cartable du chef et le cahier de l'élève. Donc, le cartable du chef, c'est tous les outils dont il va avoir besoin pour le fil conducteur pour mener ces 10 ateliers dans l'année, et qu'il reste... parce qu'en fait, il y a quand même... Enfin, je veux dire, il y a au départ, on fait un petit questionnaire aux jeunes, et puis l'idée, c'est quand même d'avoir aussi une mesure d'impact, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui embarquer des partenaires sans à la fin pouvoir leur dire, voilà, cette année, on a rencontré tant de jeunes. Au départ, on avait, je dis une bêtise, 30% qui savaient émincer un oignon. À la fin de l'année, ils étaient 99% à savoir le faire. Enfin, c'est des mesures d'impact qui sont importantes pour montrer que ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est un projet clair, un projet encadré, avec des outils qui sont donc des outils pédagogiques pour les élèves, des outils d'encadrement pour les chefs. On est en train d'essayer, parce qu'on veut prendre de l'ampleur, juste pour vous donner une idée, les brigades culinaires, le projet est né au Québec, et je le disais tout à l'heure, je me suis finalement inspiré de quelque chose qui existait déjà. Au Québec, 8 millions d'habitants, les brigades culinaires, c'est à peu près cette année 300 collèges, avec 24 ateliers dans l'année. Donc vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir. Donc nous, c'est vraiment, ils ont 10 ans d'avance sur nous, donc c'est vers ça qu'on veut aller. Donc par exemple, on est aussi aujourd'hui, pour gérer notre communauté de chefs, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Salesforce, et qui a gratuitement, en pro bono, mis à disposition, si vous voulez, un outil qui s'appelle un CRM, qui permet de gérer la communauté. Donc, depuis là 15 jours, on a ce CRM dédié à la table des chefs, qui va aussi nous permettre de gérer la communauté, de rationaliser, parce qu'en fait, on est peu nombreux, donc il faut que nous, ce soit facile à faire. Gérer, par exemple, vous voyez, les chefs vont aller chez Intermarché, je dis une bêtise, mais acheter les matières pour le truc. Après, il faut leur rembourser, remboursement des frais, remboursement des déplacements, même s'ils le font bénévolement. L'idée, c'est quand même pas qu'ils perdent de l'argent. Donc, toute cette gestion-là, quand vous êtes donc cette année, on est dans 15 collèges, où on vient 10 fois dans l'année, c'est 150 ateliers. Tout ça, il faut que ce soit rationalisé. Donc, il y a dans cette idée, comment on fait pour s'implanter, j'ai envie de dire, la réponse, c'est un projet simple, un projet clairement identifié, un projet encadré. Et tout ça, on parle de... je veux dire, en amont, il y a eu de la stratégie, une stratégie qui a été développée. Bon, à l'époque, on a été soutenu par EY, qui est une grosse entreprise de conseil, mais c'était aussi pour nous dire, voilà, et c'est le conseil que je pourrais donner, par exemple, à Anthony, qui est plus jeune dans sa démarche d'entrepreneur, c'est les jours ne font que 24 heures, les semaines ne font que 7 jours, et qu'est-ce que je consacre à la mission, qu'est-ce que je consacre au développement, qu'est-ce que je consacre je veux dire, à la partie administrative et structurelle de l'association. Et ce temps-là, il faut vraiment essayer de s'y tenir pour être performant. On est obligé il faut rationaliser, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Laure, mais c'est un peu comme ça. Et en tout cas, rien ne se fait sans l'humain. C'est-à-dire comment on se développe en région, et pourquoi d'ailleurs, et c'est symptomatique de comment ça peut se passer. Pourquoi je suis à Ham, Vervins, Péronne?
parce qu'en fait, c'est de l'humain, ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait comme ça. C'est un jour, quelqu'un vers 20, on est passé sur une émission sur France Télévisions, a trouvé que ce qu'on faisait était bien, nous a contactés. Puis derrière, un des professeurs de Vervins est parti à Ham et a dit « Ah, mais il y a un projet qui est super ». Et puis, ils en ont parlé parce que Ham et Péronne, ce n'est pas très loin. Et en fait, ça se fait comme ça. Et donc, c'est l'humain qui est au cœur du projet. Mais nous, on ne s'embarque que si on a quelqu'un en face de nous, motivé, proactif, qui comprend la mission aussi. Parce que c'est pas l'important aussi, quand vous avez des bénévoles, c'est pas d'avoir des bénévoles qui vont prêcher. Parce qu'en fait, le bénévolat aussi, on peut se poser la question, pourquoi les bénévoles viennent vers vous? Pour de la reconnaissance, pour tirer profit personnellement de l'engagement qu'ils vont avoir. Parce que vous voyez, les motivations sont diverses et variées. En tout cas, ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, et ce qui est absolument important, et c'est la colonne vertébrale, et c'est vraiment ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que le bénévole, il doit être en capacité de vraiment représenter l'association. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir à 200 km de votre bureau un bénévole qui fait n'importe quoi. Nous, on est une association, on espère, sérieuse, qui veut avoir de l'impact. Donc, il faut qu'on ait les mêmes mots, qu'on parle le même langage et qu'on tire dans le même sens. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais… Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je voudrais rebondir, parce que là, vous disiez que l'initiative venait du Canada, mais les AMAP, on voit quelle puissance ça a pris et ça vient aussi du territoire, du Canada. C'est une initiative qui a été ramenée du Canada. Je le dis parce que j'ai fait partie du premier réseau des AMAP. Donc, Ah, d'accord, d'accord. Mais en fait, oui, les Québécois sont très inspirants. Il y a une petite… alors, la petite différence qu'on pourrait avoir, c'est que même s'ils parlent français, la culture anglo-saxonne est très présente. Et je veux dire, tout ce qui est autour du caritatif, de l'entraide, etc., est beaucoup plus développé. Alors, notamment, alors nous, c'est quand même le modèle qu'on prend. Et j'ai envie de dire que quand vous développez un projet comme le nôtre, l'idée, c'est d'être le plus autonome possible, de dépendre le moins possible, si vous voulez, de subventions, de dépendre le moins possible du service public et d'avoir la plus grande autonomie. Donc nous, on est un peu, j'ai envie de dire, à l'américaine ou à la québécoise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup, je discutais hier avec une entreprise qui nous accompagne sur notre dîner de gala qu'on organise bientôt, et la personne est en charge du service public. Et elle me disait, bon, à votre dîner, il y a qui du service public? Alors oui, il y aura un ministre, oui, il y aura peut-être, normalement, il y aura François Hollande ou des gens qui sont passés par l'administration, mais il y a beaucoup du privé. Il y a beaucoup du privé parce que ça nous permet d'avoir une autonomie et beaucoup d'autofinancement aussi. L'idée dans notre modèle, c'est que 50% de notre budget, et c'est pour ça que je m'étais rapproché de Célestin à un moment, c'est que soit de l'autofinancement. Ça nous permet, on va dire, on dit souvent ceinture, voilà, on est ceinture bretelle, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'assurer, en gros, si votre autofinancement vous permet de payer tous vos frais fixes, et vos salariés, vous êtes déjà plus à l'aise. Et puis, on va dire qu'après, les subventions et les appels à projets ne sont consacrés qu'à la mission. Et c'est ça, parce qu'en fait, quand vous répondez à un appel à projet, on vous dit « Ah bah oui, mais je ne sais pas, ah bah oui, mais vous allez acheter un food truck, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent qu'on vous donne ?» Si vous dites bah, « Je vais payer mon loyer et payer mes salaires », c'est un peu plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Éric, Picard et Savoyard, tu avais une question? Oui, j'avais une remarque. Merci pour les présentations, en tout cas. Vous tenez la composante solidarité, la composante développement de l'estime de soi, intergénérationnel, tout ça, mais peut-être y a-t-il un angle mort par rapport à la solidarité et le partenariat avec les producteurs. Comment vous réhumanisez les rapports entre le paysan et puis les gens qui vont participer aux actions de vos entreprises? Et notamment, je pensais, pourquoi ne pas visiter des fermes, rencontrer des paysans en AMAP, notamment pour les collégiens et tout ça, parce que quand ils se rendent compte comment ça fonctionne, une ferme qui n'est pas très loin de leur collège, donc de chez eux, ça peut avoir procuré un éclairage qui fait comprendre que l'alimentation, c'est aussi de l'agriculture, et quelle agriculture permet d'avoir des produits qui respectent le juste prix pour que les gens qui les produisent, ils ne soient pas eux aussi coincés, eux aussi, entre guillemets, sous la férule
des emprunts et tout ça, quoi. Donc ça me paraît intéressant d'aller jusqu'au bout du modèle, quoi, de balayer encore un peu plus. Voilà, j'ai dit. C'est une remarque pour moi. Bah, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous rebondissiez tous les deux sur effectivement le lien avec les producteurs, les paysans, comment cet angle est traité dans vos projets. Par rapport aux bénéficiaires des projets? Oui, par rapport au projet plus largement, Anthony. D'accord. Par rapport aux producteurs locaux, bah, comme je l'ai dit, ce qu'on aimerait mettre en place avec les producteurs, c'est une relation, au-delà de la relation marchande qu'on a, c'est de pouvoir y ajouter une dimension sociale supplémentaire. Une dimension sociale dans le sens où, comme je l'ai dit, nos salariés pourraient aller de manière bénévole travailler avec eux sur quelques temps. Voilà, de pouvoir pouvoir recréer un lien entre le producteur et nos salariés en insertion qui sont en situation de handicap, et de leur montrer un peu pas que de leur montrer l'aspect restauration, mais aussi de leur montrer tout ce qu'il y a en amont. Et au niveau des relations, là, vous avez dit aller visiter des AMAP, etc. Tout ça, à l'heure actuelle, c'est prévu. Donc, c'est prévu. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je travaille avec Laure sur le sujet, qui est une des invités. Donc, aller rencontrer directement les producteurs, parler du projet. Et voilà. Oui, c'est pris en compte aussi dans les recettes proposées. Et puis, effectivement, je peux me permettre, Anthony, comme le lieu que tu souhaites créer, c'est pas uniquement un restaurant, c'est aussi un lieu ouvert à toute initiative. Après aussi, l'idée, en associant différents partenaires, c'est aussi de propulser différentes initiatives, dont celles qui pourraient être utiles aux partenaires locaux, dont les producteurs notamment. C'est ça, oui. Oui, on va mettre, oui, ça va pas être un simple restaurant, ça va pas être un lieu où on va pouvoir que se restaurer. En effet, ça va être un lieu où on va pouvoir venir échanger, ça va être un lieu de vie en fin de compte. On va pouvoir venir échanger, faire des ateliers, pourquoi pas des ateliers autour de l'alimentation, initiés par les producteurs locaux, pourquoi pas. Donc voilà, donc oui, tout ça c'est envisageable et on est en train d'y penser. Vincent, est-ce que tu as des choses à faire valoir? Merci, Anthony. Oui, merci Anthony. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, les producteurs, ils sont importants aussi dans notre démarche et dans le message qu'on veut passer. Je prendrais juste déjà, voilà, sur les ateliers qu'on fait dans les collèges, on a notamment, alors ça a changé, mais on avait une recette autour des fruits. Et à une époque, c'était très simple, c'est quand même une cuisine assez simple. On était sur du crumble aux pommes. Et je me rappelle, moi, être allé sur un atelier où le chef est arrivé avec 4 ou 5 pommes dans la poche, a dit aux jeunes, bon, bah voilà, aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. Il a sorti ses 5 pommes et il a dit, bon, on va les déguster. Donc, les gamins se sont jetés sur les pommes. Il a dit, non, non, attendez, avant de vous jeter sur les pommes, la dégustation, elle commence par le regard. Donc, les pommes, il y en avait une rouge, une verte, une jaune. Bref, c'était 5 variétés différentes. Et donc, il leur a fait déguster les pommes. Et là, il leur a expliqué une chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, la consommation des pommes dans le monde, elle est sur 4 ou 5 variétés. C'est 60% de la consommation. On parle des pommes que tout le monde connaît, les Golden, les Pink Lady, les Granny Smith, etc. Et il leur a posé une question qui les a scotchés et qui leur a fait prendre conscience de ça. Il leur a dit, voilà, si demain, vous voulez manger une pomme différente par jour, une variété de pommes différentes par jour, pendant combien de temps vous allez pouvoir manger une pomme différente? Et donc, les enfants étaient là pendant 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Il leur a dit non, non, pendant 20 ans. Et donc, à partir de là, je veux dire, on les sensibilise à ça. Et quand on leur explique que les pommes qui sont aujourd'hui sur le marché sont des pommes qui sont très sensibles aux maladies parce qu'elles ont été transformées, parce qu'elles sont gorgées de flotte, gorgées de sucre, et que du coup gorgées de pesticides, et que la valeur nutritive d'une pomme n'est pas en corrélation avec la taille de la pomme, qu'une petite pomme peut être bien plus nutritive qu'une grosse pomme parce que c'est une variété ancienne, etc., etc. Donc tout ça, c'est les messages qu'on passe. Et puis, pour le lien avec les producteurs et l'agriculture, nous, on a un lien fort avec une association qui s'appelle Solal, qui fait du glanage
et qui est, comme nous, le Lauréat de la France s'engage, et qui permet de récupérer du coup les surplus agricoles et de les distribuer à l'aide alimentaire. Donc Solal, c'est vraiment, ils font un travail fabuleux. Ils sont d'ailleurs maintenant, ils ont d'ailleurs une jeune femme qui est maintenant à Amiens, parce qu'ils ont développé des antennes régionales. On a un lien fort avec, donc j'en parlais tout à l'heure, avec un collectif qui s'appelle Demain la Terre, qui est un collectif de producteurs très engagés, qui est partenaire avec nous d'ailleurs de la Semaine des écoles hôtelières. Et donc on ne manque pas de les mettre en avant. C'est-à-dire qu'évidemment, notamment sur la Semaine des écoles hôtelières, où on est dans ces 70 collèges, les producteurs de Demain la Terre sont en capacité de venir rencontrer les jeunes et de parler de leur métier. Et puis, on a des chefs qui sont des chefs très engagés. Je parlais de Christophe Hay avec sa permaculture, ou un chef comme Simone Zanoni à Versailles qui a son propre potager. Et donc, dès que l'occasion se présente, on emmène les jeunes directement dans les potagers à la rencontre des producteurs. Donc ça, c'est important. Et puis dans la Somme, par exemple, on a un partenaire que peut-être certains connaissent qui s'appelle Bayard, les pommes de terre Bayard, et en fait, qui sont à côté de Ham. Bayard, c'est une référence dans le monde de la pomme de terre. C'est, je crois, quelque chose comme 70 variétés de pommes de terre. Guillaume Gomez à l'Élysée se sert chez Bayard. Enfin, c'est vraiment une référence sur la production de pommes de terre. Les jeunes du collège de Ham sont allés à la rencontre de la famille Bayard parce qu'en fait, ils habitent à Ham. Bayard est à 10 km de chez eux, mais en fait, ils ne savent pas ce qui pousse dans les champs qui les entourent. Et donc, d'aller rencontrer des gens qui, en plus, travaillent sur de l'excellence, permettent à des variétés de pommes de terre d'exister encore et de se retrouver sur les grandes tables des restaurants. Ça nous paraît extrêmement important. Donc oui, évidemment, les producteurs ne sont pas oubliés, les pêcheurs ne sont pas oubliés. Hein. On fait un gros travail sur la pêche durable aussi. Donc évidemment, ça fait partie de notre démarche. Bon, après, il faut que ça reste des moments ludiques aussi, parce qu'on parle de santé, etc. Donc les jeunes, il faut aussi que quand ils viennent, on peut leur passer des messages, mais il y a une vulgarisation. Nous, notre public, c'est des 12-18 ans, des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes qui ne consomment que de l'ultra transformé. Dans les mecs, autant dire qu'ils n'ont pas des parents en cuisine pour leur montrer, je ne sais pas comment on fait une soupe à l'oignon. Hein, donc, je parle beaucoup d'oignons ce matin, mais bon, donc voilà. Mais en tout cas, les messages français. Mais l'oignon, on peut parler de l'oignon parce que avec la crise Covid, les producteurs d'oignons se sont retrouvés avec des tonnes et des tonnes d'oignons à disposition. Et vous savez pourquoi? Parce que l'oignon, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise quand on sait cuisiner. Quelqu'un qui ne sait pas cuisiner n'utilise pas d'oignon. Mais dès que vous savez cuisiner, vous mettez de l'oignon partout. En fait, c'est un excellent aliment, mais qui fait partie de recettes. C'est pas on ne croque pas dans un oignon, hein. On le cuisine, l'oignon. Et donc, en fait, les restaurants étant fermés, c'est les gros consommateurs d'oignons. Donc, les producteurs d'oignons ont eu un vrai problème de gestion de leur stock pendant la crise Covid. Voilà, ça va être pour ça que je parle d'oignons ce matin. Merci Vincent. Donc, je viens d'apprendre que je ne sais pas cuisiner. Je me faisais la même remarque. Je suis désolé. On est maintenant dans deux clans différents. Dans ce webinaire, il y a ceux qui savent cuisiner et ceux qui ne savent pas. On ne va pas vous demander si vous utilisez des oignons, mais bon, c'est une bonne information. Edith, tu veux prendre la parole? Excusez-moi, hein, j'ai vu qu'une main s'était levée, mais j'arrivais pas à trouver qui. Je t'en prie. Merci en tout cas à vous deux pour ces explications. J'étais venue pour avoir des idées et j'en ai reçu des bonnes, dont l'autofinancement, parce que je suis une épicerie, on va dire, locale, dans ma commune d'origine. Et voilà, j'ai du mal aussi à avoir des financements prêts, des choses comme ça. Et je me posais la question par l'autofinancement. Comment vous avez monté, quel organisme avez-vous eu à faire, et si les gens jouaient vraiment le jeu? Ouais. Du coup, ça avait destiné la question. Oui, c'est pour vous. Ouais. Alors nous, l'autofinancement, pour nous, il est assez là. Moi, en fait, dans ma démarche, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis là où je devais être, et ça s'est fait un petit peu naturellement, et ça s'est pas fait tout seul. Hein. J'ai 57 ans aujourd'hui, une vingtaine d'années dans l'événementiel, une douzaine d'années dans la restauration. Donc, moi, j'ai fait après, on fait comme on peut. Hein. J'aurais bien aimé, avec le recul, j'aurais pu m'engager plus tôt, mais en fait, je me suis engagé au bon moment et quand il le fallait. Et donc, en fait, moi, tout s'est mis en place un petit peu naturellement.
Et quand vous avez travaillé 20 ans dans l'événementiel, évidemment, moi, sur l'autofinancement, j'ai parlé rapidement, mais là, on travaille sur un dîner de gala qu'on organise le 9 décembre à Paris. Moi, organiser un dîner, je crois qu'on aura peut-être 400 personnes au dîner, voilà, dans une des plus belles salles de Paris. Moi, c'est quelque chose de très simple, enfin, pas de très simple, non, mais que je connais parfaitement. Et donc, du coup, ce dîner va représenter cette année à peu près 20 à 25% de notre autofinancement. Donc, je ne suis pas allé chercher non plus, et puis proposer à des entreprises un dîner très haut de gamme avec le volet de la défiscalisation pour une bonne cause. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il faut quand même prendre son bâton de pèlerin et aller taper aux portes des entreprises, mais bon, on joint l'utile à l'agréable. Le dîner, il est en fin d'année, donc ça peut être un repas de fin d'année, on récompense des collaborateurs valeureux, on fait plaisir à des clients, on vient avec des chefs extrêmement connus. On aura, cette année, on a un illusionniste qui remplit les salles en ce moment, un jeune illusionniste qui va être avec nous dans la soirée, donc dans une superbe salle. Donc évidemment, ça fait rêver. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut quand même un savoir-faire, c'est-à-dire pour organiser cet événement. Moi, j'ai tout mon savoir-faire qui m'aide beaucoup. Et après, sur nos autofinancements, on fait, mais ça, c'est du coup des choses qui peuvent être réfléchies. Par exemple, je ne connais pas votre projet, mais sur votre projet, nous, les team building qu'on fait, qui sont des team building qu'on propose aux entreprises, c'est-à-dire qu'on va cuisiner avec les collaborateurs. Alors, c'est des grands groupes. Récemment, on a eu Vinci, La Poste, enfin voilà, des groupes comme ça. On va cuisiner avec eux et les plats vont être mis en barquette et distribués à l'aide alimentaire. Donc déjà, alors on fait ça avec des chefs, donc les plats, c'est des plats à haute valeur gustative et nutritive. Je dis toujours que c'est un espèce de 3 en 1. C'est cohésion d'équipe. Nous, on veut que vous. Donc, je veux dire, même quand on est dans une démarche, je pense, associative ou de l'ESS, moi, je suis quand même toujours un peu, pour moi, ça reste une espèce d'entreprise et on a des clients, enfin, c'est pas des clients, mais même si c'est des donateurs, moi, je les traite comme des clients. Et comme dans la restauration, on disait, pendant longtemps, on disait, oui, les clients sont rois, alors, pas exagérer non plus, mais l'idée, c'est de bien recevoir, que ça se passe bien. Je dis toujours, on est une petite association, on fait ça comme les grandes, rassurer, et voilà. Donc, les entreprises, on les accueille, donc cohésion d'équipe, vous passez un bon moment, et nous, on s'arrange pour que ce soit le cas, et c'est toujours le cas. Solidarité, le 3 en 1, donc le deuxième volet, c'est ce que vous faites, c'est vraiment, c'est pour la solidarité, on va privilégier les associations de grande urgence, etc. Donc, vous faites quelque chose pour le bien commun. Je crois que tout à l'heure, Anthony parlait du bien commun, donc vous êtes vraiment, vous soutenez le bien commun, et puis vous soutenez la mission, parce qu'en fait, on vous demande de l'argent, et ce que vous faites là, ça va nous permettre, on fait une marge sur ce que ce qu'on va vous facturer, et ça va nous permettre de développer notre mission, notamment éduquer. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très circulaire. Et ça, aujourd'hui, je pense que des entreprises ou des particuliers peuvent l'entendre. C'est-à-dire que on dit donner du sens dans son métier, mais donner du sens dans ses achats, donner du sens dans l'argent qu'on va dépenser. Donc, sur un projet comme le vôtre, peut-être qu'il y a des actions comme ça qui peuvent être menées. Et puis après, quand on est une 1901, je veux dire, le reçu fiscal existe. Il y a même pour certains la loi Coluche aussi, qui peut permettre une défiscalisation très importante. Donc tout ça aussi, quand on fait du bien et que ça ne coûte pas en plus pas trop cher, si vous avez la possibilité d'utiliser ce levier, c'est aussi intéressant. Oui, et le but, c'est parce que également dans ma commune, j'ai un regroupement scolaire qui ramène 6 communes aux alentours. Et j'avais une idée, mais qui s'est concrétisée là en vous écoutant, c'est justement l'échange et le partage. Et du coup, l'idée m'est venue de partager avec les enfants ce processus en fait du début du jardinage jusqu'à l'alimentation, jusqu'au tri sélectif, tout ça. Et du coup, là, j'ai eu l'idée faut que je voie avec le président, mais de mettre en place pour que les enfants trient eux-mêmes leurs déchets. Et moi, en tant qu'épicerie, effectivement, je serai une épicerie, mais je voudrais également redynamiser le village et tout ça. Et puis apporter mon soutien également à une association qui sera sélectionnée au fur et à mesure du temps. Mais également, surtout avec l'école, parce que c'est des petits, c'est des tout petits qu'on peut déjà leur apprendre ce geste. Et du coup, là, ça vient de se concrétiser, voir avec le président pour essayer de mettre en place tout un processus pour les enfants. Mais en fait, Et le conseil que je peux donner aussi, c'est vraiment, quand je parle de quelque chose de circulaire, c'est vraiment bien d'aller toujours un peu au-delà du projet, c'est-à-dire de voir aussi sur son écosystème si on est en cohérence avec ce qu'on fait.
hein. Alors moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous approchent. Bon, je ne vais pas citer, mais là, il y a une grosse entreprise qui va prendre une place au dîner. Bon, je les accepte parce que c'est de l'argent, mais essayer, voilà, essayer d'être quand même en cohérence avec ce qu'on veut, avec nos valeurs, le message qu'on veut passer, etc. Voilà, donc ça, il ne faut pas perdre ça. Je trouve ça très intéressant ton discours, Vincent, parce qu'on a tendance, on lutte, nous, au sein de notre secteur ESS. Il y a parfois, on a du mal à aller voir les entreprises et effectivement, on a un discours soit très associatif, soit très entrepreneurial, mais on a du mal à avoir un peu des deux, en fait. À la fois être au cœur d'une dynamique associative, être dans les réseaux, être avec les élus, être avec l'éducation nationale, etc. Et à la fois aller chercher ce qu'il y a de bon dans les entreprises, parce qu'il y a plein de choses très positives. Et puis, il n'y a pas que du financement, il y a aussi des partenariats. Tu parlais du mécénat de compétences. Effectivement, c'est quelque chose qui est très peu développé sur nos territoires et qui pourrait être hyper intéressant parce que dans les entreprises, il y a aussi des sacrées compétences qui seraient intéressantes de mobiliser et que tu as toi-même mobilisé, Vincent, et qui t'ont permis aussi d'avancer. Ouais, exactement, mais je vais parler, Hélène, et sur le mécénat de compétences, hein, c'est vrai que c'est très, très peu. Alors ça, c'est aussi une piste pour vous, et je vous le dis, c'est que le mécénat de compétences, en fait, aujourd'hui, est très, très peu développé dans les entreprises, mais tous les responsables RSE des entreprises ont ça en tête. Ils ont du mal parfois à être décisifs auprès de la direction générale, parce qu'en fait, ça démobilise des gens pour aller vers l'extérieur. Mais alors sur les grands groupes, type La Poste, BNP, etc., sur les fins de carrière, c'est quelque chose que ces grands groupes-là sont en train de mettre en place, et c'est une belle passerelle pour quelqu'un qui est en fin de carrière, commencer à mettre un pied dans le monde associatif, et puis du coup, préparer peut-être l'après, donc ça marche bien. Mais nous, on a quand même eu l'occasion, sur du mécénat de compétences, je prends un exemple, le groupe Up, qui est un groupe extrêmement engagé, c'est les tickets restaurants, voilà, pour la compréhension de tous. Mais, et par exemple, sur le groupe Up, nous, on a eu la chance d'avoir la directrice des ressources humaines. La directrice des ressources humaines, c'est quand même un grand groupe, qui a fait, avec la directrice de notre association, je crois, elle a fait 4 ou 5 sessions pour nous aider sur notre recrutement, les fiches de poste, comment, voilà, un entretien d'embauche, etc. Bon, nous, on n'est pas RH, on n'a pas ces compétences-là. Et quand vous avez la directrice RH du groupe Up qui prend 4 fois ou 5 fois 2 heures ou 3 heures pour vous aider là-dedans, ça vous aide. Alors, ça paraît périphérique par rapport à la mission, mais c'est aussi ça qu'il faut essayer. Donc, quand je disais ce partage de temps entre la mission, la structure, etc., c'est aussi trouver du temps pour de la formation, parce que quand on est entrepreneur social, on est multitâche. Moi, j'ai envie de dire, je dis toujours qu'on a une caisse à outils. Alors, vous démarrez avec ce que vous savez faire, un marteau et un tournevis. Et puis après, comme le bricoleur du dimanche, au fur et à mesure, vous allez chez Casto et vous remplissez votre caisse à outils. Et parfois, vous allez chez un ami bricoleur et vous dites, mais c'est dingue, il sait tout faire, etc. Et donc, quand on est un entrepreneur social, on a un bricoleur du dimanche qui aime bien aller chez Casto. Et donc, on va essayer de trouver les outils qui nous manquent pour être encore plus performants, pour faire encore un meilleur travail, etc. Et on a des bricoleurs du dimanche qui sont d'excellents bricoleurs. Exactement. D'ailleurs, j'y pense pour vous, Anthony. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément abordé, le mécénat de compétences, mais c'est quelque chose qui peut être super intéressant pour aller plus loin et développer les différents aspects de votre projet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ? Moi, éventuellement. Vas-y, Miguel. Oui, je m'intéressais aussi à la partie, alors je vais rebondir sur la question de Lydie, mais sur la partie justement des team building, parce que j'accompagne actuellement un projet, alors qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais de tiers-lieux. Et donc on est en train d'organiser les premiers copiles, et il y a dedans en fait une mise à disposition d'espaces de cuisine. Et donc avec des cuisines ouvertes, et l'idée justement de travailler ça, et c'est du coup ce modèle-là qui doit peut-être même venir nourrir le modèle économique du tiers-lieu, ça m'intéresse beaucoup, surtout qu'il doit s'implanter sur la zone portuaire de Boulogne-sur-Mer, et puisque la Boulogne-sur-Mer est quand même encore un port de pêche important. J'adore le encore.
On suit un petit peu l'actualité. Il y a actuellement des petits problèmes avec nos voisins anglais sur ce genre de question. Je ne sais pas si vous aviez suivi un petit peu la C'est la problématique. guerre, Miguel. Mais donc non, mais donc ma question c'était ça, puisque en fait l'idée c'est de mettre à disposition ces espaces-là, donc avec des cuisines qui se prêtent tout à fait justement à des cours et à des actions envers les entreprises, mais c'est bien l'idée justement de décloisonner et de réussir à faire venir des entreprises au sein d'un projet qui est marqué justement économie sociale et solidaire. Et ce que Hélène disait, c'est qu'on a souvent du mal là-dessus. Et donc, moi, je suis très intéressé par le lien et peut-être une manière de le présenter à ce projet-là et d'imaginer peut-être le dupliquer et nourrir, ouais, comme je disais, le modèle économique, puisque c'est aussi important. Et eux aussi, ils pensent justement à hybrider leurs ressources et d'avoir de l'autofinancement le plus important possible. Alors moi, je suis preneur pour aller à Boulogne-sur-Mer. Je vais le dire pourquoi. Ma maman est née à Boulogne-sur-Mer. Elle n'est plus là maintenant avec moi. Et en fait, voilà, j'ai fait mon arbre généalogique et je crois qu'on est une famille de pêcheurs, mais depuis voilà, les Islandais et voilà, très implantés sur le Boulonnais. Donc même voilà. Donc il y a un côté historique important et la pêche est importante pour moi. Mais Il y a une belle initiative d'ailleurs au niveau de la pêche, Vincent, excuse-moi de te couper, qui devait être présent avec nous mais qui n'a pas pu malheureusement venir, c'est le travail sur l'insertion, tu sais Miguel, l'insertion et la récupération des produits de la mer. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Oui, je peux le présenter rapidement. Alors, c'est une association qui s'appelle le Panier de la Mer. Ouais, que je connais très très bien, juste parce qu'on travaille avec eux. Voilà. Ah super, je ne savais pas que tu travaillais avec eux. Et donc on a un panier de la mer ici. Donc l'idée, ouais, c'est bien de travailler avec les entreprises qui donnent ou avec les pertes justement liées à la pêche et du coup qui proposent du travail en insertion et de produire des choses en vente directe, mais aussi maintenant ils ont un service de traiteur. Ils sont aussi en train d'imaginer avoir un espèce de resto solidaire qui puisse permettre justement de travailler aussi sur l'aspect insertion par justement l'apprentissage de la cuisine, mais aussi du coup de mise à disposition à des prix de bas prix ces produits de qualité. Donc ouais, on avait aussi, et malheureusement les paniers de la mer aujourd'hui étaient en Angleterre pour un projet Interreg, c'était ça. Mais ils auraient dû pouvoir participer au webinaire d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est une superbe initiative. Alors moi, juste pour la petite anecdote, et j'aime bien raconter des petites histoires, mais pendant les cuisines solidaires, un jour, je me suis dit, bah, tiens, on cherchait les protéines, et je me suis dit le poisson, donc on a contacté les paniers de la mer avec qui on avait déjà travaillé, et on a récupéré, je crois, 1 tonne ou une palette, c'est 800 kilos de paniers de la mer, enfin de poissons. Et en fait, je ne sais plus ce que c'était comme poisson, je me demande si ce n'était pas de la roussette, enfin c'est un peu mélangé, hein. Et alors, il m'avait dit, oui, ils sont filetés, en fait, ils sont congelés, et après, ils sont vendus à bas prix à l'aide alimentaire. Et donc, nous, ils nous avaient fait un don pour le coup. Et en fait, il m'a dit, oui, ils sont filetés. Et en fait, les poissons sont arrivés, ils n'étaient pas du tout filetés. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec mes 30 chefs qui, pendant une journée, ont fileté des poissons. Donc, mais bon, on avait quand même réussi à faire des super repas avec ces poissons. Mais oui, juste pour revenir sur les team building, c'est quelque chose, par exemple, à Boulogne-sur-Mer, j'imagine, nous, on le voit, hein, les entreprises, elles sont vraiment très, très friandes de ça. Il y a des grands groupes surtout, mais par exemple Vinci, on en a fait un avec eux, puis 2, puis 3, et ça parle dans le groupe et tout le monde veut faire des team building. Ça donne du sens, hein, les collaborateurs, ça les sort. Si en plus, et c'est vrai, sur une ville comme Boulogne, avec des entreprises régionales, etc., on est vraiment le poisson, enfin Boulogne, ça. Bon, bref, et avec un team building avec les paniers de la mer, etc., c'est sûr que ça pourrait fonctionner. Et là, on est clairement sur de l'autofinancement. De toute façon, les entreprises font des team building. Donc, autant leur proposer une offre solidaire, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup recherchent. Et autour de la cuisine, par exemple, c'est vraiment gagnant-gagnant.
Oui, bah oui, on y a beaucoup d'industries ici qui sont notamment sur la transformation des produits de la mer. Euh, Finalement, je pensais à ça en écoutant justement l'exemple, mais le futur site doit être implanté sur la zone justement portuaire. Et donc, l'idée, ce serait peut-être aussi de proposer à ces entreprises et à leur personnel finalement, eh bien, de mieux connaître aussi les produits qu'ils vendent finalement, et de savoir les travailler, de savoir. Je pense qu'il y a quelque chose à construire autour de ça, et c'est pour ça que le modèle m'intéresse beaucoup. Ouais. Je suis très preneur, Miguel, pour faire un tour à Boulogne, rencontrer des gens sur place. Très, très preneur, vraiment. Parce qu'en plus, j'aime bien donner du sens à mes actions. Donc, ça m'irait bien voilà. Et surtout, les paniers de la mer, vraiment, Marianne, qui était un moment leur directrice, qui s'est occupée aussi j'ai oublié le nom de l'association, une grosse association d'aide alimentaire sur Paris. Enfin, c'est des gens absolument fabuleux. Et ce qu'ils font, je trouve ça vraiment super top. Top. Alors moi, ça me donne deux idées. Déjà, Célestin avait raison. Au tout début du webinaire, il a dit que le fait de parler de manger, ça allait nous donner faim. Et je vous avoue que là, j'ai terriblement faim. Et deuxième chose, je me dis qu'à BGE, on devrait faire un super team building c'est l'idée de Célestin, c'est pas mon idée, team building sur la tablée des chefs pour apprendre à cuisiner. Comme ça, je saurais cuisiner avec les oignons. Bref, rien à voir. Eric, tu demandes la parole, je t'en prie. Oui, est-ce que je peux laisser mes coordonnées à Anthony parce que j'habite Tracilmont, moi, donc c'est tout près de Compiègne, et puis je connais un peu le territoire, quoi. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? Très bien, d'accord. Entendu. Notamment, moi, j'ai fini mon parcours professionnel, puisque je suis retraité maintenant, j'ai travaillé 7 ans à la Nouvelle Forge. Donc j'aurais voulu savoir, il travaillerait avec l'ITEP ou avec l'IMPRO ou avec le pôle jeune adulte? Le pôle jeune adulte, il me semble, celui de Venette. D'accord. Ok. Super, merci Eric. Je vais transmettre tes coordonnées à Anthony. D'accord, ok, super. Pas de problème. Merci. Il y a Olivia qui se porte volontaire, je suis en train de lire aussi dans le chat. Olivia, elle dit qu'elle rejoint le principe de l'action et en fait l'idée de donner une voix, un exemple, c'est vraiment top et elle se porte volontaire sur son projet. Alors c'était où 60-130, c'est, je me souviens plus, c'est Plailly, non c'est pas Plailly, je me souviens plus. C'est la ferme de la Fosse Thibault. Donc voilà, Olivia qui a aussi pas mal de connaissances. Donc vous inquiétez pas, on fera les liens entre vous. L'idée effectivement, c'est de créer des liens. Effectivement, tu as travaillé au sein des Jardins du Plateau Picard, Olivia. Mais on fera le lien entre vous. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres commentaires à faire? Pardon, moi j'ai une question, mais plutôt par rapport à la prochaine formation. Je sors complètement du sujet, je suis désolée. Oui, vas-y, Andrea. En fait, je voulais savoir si elle sera enregistrée aussi et si on peut y accéder. Oui, sur les circuits courts textiles, c'est ça que tu veux dire, Andrea? Même format, même enregistrement. Et donc, si tu ne peux pas y assister, bah, tu nous enverras un mail, tu m'enverras un mail et puis tu pourras revoir en replay. Ok, ça marche. Ok, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup ou tout va bien? Est-ce que vous êtes reboosté un petit peu? Est-ce que ça vous a fait du bien d'entendre des super témoignages inspirants? Bah, c'est classe. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Je remercie nos invités, Anthony et Vincent. Merci 1000 fois d'avoir été présents. Franchement, ça fait du bien de commencer par des témoignages inspirants. Ça nous rebooste notre journée et même notre semaine. Ouais, et je peux dire une petite chose. J'aime bien raconter des petites histoires et je voudrais vous en raconter une ou deux. Mais non, mais juste pour vous dire que, en fait, bon, moi je parle de dîner, de trucs, de bidule, de team building avec des entreprises. Donc on s'éloigne un peu, enfin, je veux dire, dans les mots, parfois de la solidarité et de ce qu'on a envie. Mais derrière tout ça se cache vraiment l'envie d'avoir de l'impact et de l'impact vers les gens qui en ont besoin. Et par exemple, quand on a fait les cuisines solidaires, des histoires, j'en ai plein, mais il y avait un petit jeune qui a 9 ans, qui s'appelle Ibrahim, qui a récupéré les barquettes qu'on donnait. Et sur la deuxième distribution, il a dit à l'association qui distribuait les plats,
il leur a dit oh, c'est dingue, vos chefs sont vraiment des magiciens parce que avec des carottes, ils arrivent à faire des petits cubes et en plus ils font sourire maman. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, avec la cuisine, on touche les gens au cœur. Et je voudrais aussi dire que voilà, on va aussi, je parlais de la grande précarité, mais moi je suis quand même très fier de dire qu'on a un jeune Népalais qui dormait dans une tente en forêt de Saint-Germain-en-Laye il y a 5 ans et qui aujourd'hui est chef de rang au Jules Verne sur la Tour Eiffel, qui est un des restaurants de la Tour Eiffel, ou un jeune qui s'appelle aussi Ibrahim, qui a traversé la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît, et qui aujourd'hui travaille avec Jacques Génin, qui est, je pense, qui est fondeur en chocolat et qui est certainement le meilleur chocolatier de France. Donc voilà, donc la cuisine, elle sert aussi à ça, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de rencontre. Jacques Génin, il était battu par son père, il se sauvait la nuit, il habitait vers Le Havre, je crois, il dormait dans la forêt. Et c'est en dormant dans la forêt qu'il a développé ses facultés olfactives, etc. Et je vous invite à regarder qui est Jacques Génin. C'est des gens qui ont connu vraiment la difficulté, la misère, hein, on pourrait même l'appeler comme ça, et qui aujourd'hui excellent dans leur métier. Donc c'est très très inspirant pour nous et c'est très très inspirant pour les jeunes qu'on rencontre. Merci beaucoup. Merci Vincent pour ces histoires. M'a donné l'eau à la bouche sur le chocolat. Alors, il faut parler de chocolat hein, quand je suis là. C'est le mot à ne pas prononcer. Sinon, il faut impérativement que j'aille chercher un remonte morale. Donc, voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et peut-être nous verrons-nous jeudi pour les circuits courts textiles. En tout cas, bonne journée. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter par mail. OK ? Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci.